Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et à ceux qui nous suivent à distance. Et on est très heureux d'accueillir aujourd'hui Bruno Tertrais. Bruno est un habitué de ce cycle de conférences. Il est par ailleurs membre de notre comité de pilotage, donc et pour ainsi dire chez lui. Par ailleurs, mais de façon plus importante, il est directeur adjoint de l'AFRS. Il est un chercheur, un expert sollicité, reconnu. Il a à plusieurs reprises participé à l'élaboration des livres blancs, notamment des deux derniers. Il est régulièrement consulté. Il a appartenu à des cercles d'expertise, senior fellow de l'Institut Montaigne, de la Rande. Au départ, sa thèse à l'Institut d'études politiques de Paris était consacrée aux questions nucléaires. C'est d'ailleurs un fil éditorial qu'il a suivi par la suite avec de nombreuses contributions, articles et ouvrages. Pax Atomica étant, je crois, le dernier grand ouvrage sur le sujet, sur les questions de la théorie et des difficultés de la dissuasion nucléaire aujourd'hui. Il a écrit avec Guinel, le président et la bombe, qui a reçu le prix géopolitique. En 2023, eh bien, il avait déjà réfléchi aux questions qui vont aussi nous intéresser aujourd'hui, la guerre des mondes et cette recomposition qui était déjà à l'œuvre. Et en 2025, un sujet plus particulier, la question israélienne qui vient d'être publiée. Il a choisi aujourd'hui de traiter de l'avenir des alliances, consolidation et fragmentation, évidemment dans une période qui est chargée d'actualité et de rencontres au sommet, en réunion, Conseil européen. Les choses évoluent très vite. Quand on a commencé le cycle, on disait qu'au fond, il y avait un peu des dates jalons qui nous amenaient au sommet de l'OTAN de la fin juin et qui permettraient un certain nombre de clarifications maîtrisées, la revue nationale stratégique pour la France, le livre blanc européen. Oui, tout ça est évidemment très précipité et je dirais le moment de vérité ne va sans doute pas attendre 4 mois. La question du cessez-le-feu de l'Ukraine, la question des garanties, la question de l'OTAN qui est au cœur de ce conflit comme un casus belli prétexté par les Russes et au jour aujourd'hui qui se termine aussi dans les débuts de négociations par des positions a priori qui indiquent que jamais l'Ukraine ne rejoindra l'OTAN, mais aussi la possibilité pour les Européens dans des garanties de sécurité d'avoir accès à un certain nombre de moyens de l'OTAN ou non. Toutes ces questions, elles sont là, elles s'accumulent et évidemment, elles vont, et plus rapidement qu'on le pensait, clarifier forcément les choses. Et donc, on est très heureux, Bruno, que tu nous aides dans ce moment particulier, dans ce moment également dramatique pour les Européens, pour les Ukrainiens surtout, que tu nous aides à réfléchir à ce sujet. On était rentré, tu l'indiquais dans ton livre « La guerre des mondes », dans un monde on va dire moins coopératif, plus compétitif, dérégulé. Et c'est vrai que la question de la grande alliance occidentale qui continuait de structurer les relations internationales a aujourd'hui un avenir dont on ne sait pas complètement quel il est et comment il sera. Et sur cette interrogation, je te laisse la parole. Tu connais bien la nature de l'exercice, qu'on propose, un échange si tu veux entre nous. Et puis les questions de la salle. Merci encore Bruno d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Le problème avec Trump, c'est que ce que je vous dis aujourd'hui risque d'être démenti dans 2 ou 3 heures, avant que ça soit finalement rétabli par les faits. Bon, écoutez, je vais essayer d'être à la fois proche des réalités de ces jours derniers, tout en prenant un peu de recul, parce qu'après tout, c'est le principe de ces conférences. Moi, je suis plutôt un optimiste de nature. J'avoue que mon optimisme en ce moment sur les alliances est soumis à rude épreuve, mais je vous invite quand même sur ces questions à prendre du recul, à vous souvenir par exemple d'une période que Louis et moi et nombre d'entre vous avaient bien connue,
d'une manière ou d'une autre, c'est la crise des années 2003-2004, où l'on voyait des ouvrages, des articles, la fin de la relation transatlantique, la fracture transatlantique, tout ceci pour vous rappeler qu'on a déjà eu, ne serait-ce que dans une période relativement récente, des moments dans l'histoire, on a eu le sentiment que quelque chose d'irrémédiable était peut-être en train de se produire. Je ne dis pas que tout ce qui se passe aujourd'hui est remédiable. Ce que je dis, c'est que simplement, il faut se méfier, comme de manière générale, il faut faire attention à tout ce que l'on entend sur les tournants, les changements d'air. Pour moi, je ne suis pas historien, mais je suis assez féru d'histoire. Les vrais tournants, les vrais changements d'air, on ne s'en rend compte qu'après et pas sur le moment. L'OTAN est la dernière alliance militaire sur Terre. Tout le reste se fait sous forme d'intégration régionale, de clubs ou d'alliances légères. Voilà ce qu'on pouvait lire fin 2024 sous la plume d'un expert reconnu des relations internationales. J'avoue que j'avais été assez stupéfait de lire ceci parce que cet expert, pourtant renommé, oubliait ainsi l'existence de l'Organisation du traité de sécurité collective, de tous les engagements de défense bilatéraux des grandes puissances, et pas seulement des États-Unis, des engagements de défense pris dans le cadre du traité de Lisbonne, enfin, de tout ce qui participe de la vie des alliances militaires. Mais ça révélait à mon sens quelque chose, c'est que la place particulière de l'OTAN dans l'histoire des alliances et dans la période contemporaine est décidément quelque chose qui saute tout de suite à la figure. C'est pas moi, mais c'est non, c'était pas toi. dans le cycle de cette... Je ne dirais pas. Non, je ne sais plus, honnêtement. Oui. Alors, c'est vrai que le terme alliance est ambigu, en tout cas qu'il a un sens général et un sens strict. Et je voudrais reprendre, alors j'étais pas là quand Olivier Schmitt a fait sa conférence, mais j'ai regardé sa conférence pour être sûr d'abord de ne pas doublonner totalement avec lui. C'est le même sens que je vais utiliser aujourd'hui, c'est-à-dire en gros d'un engagement de défense formalisé. Une alliance, ce n'est pas une coalition, ce n'est pas une organisation de sécurité collective. Un accord de défense, ce n'est pas un traité d'alliance. Un partenariat stratégique comme l'AUKUS, ça n'est pas une alliance, même si l'AUKUS, en l'espèce, est un tissu d'alliance bilatérale formelle. C'est vrai que la sémantique, elle reste source de confusion. L'alliance des États du Sahel, ce n'est pas une alliance. Lorsque vous êtes, alors là, ça se complique, lorsque vous êtes un allié majeur non-OTAN des États-Unis, vous n'êtes pas un allié des États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le terme allié, le terme ally aux États-Unis, ou le terme allié en français, a toutes sortes de significations différentes. Et je voudrais juste préciser encore une fois que moi, ce qui m'intéresse, ce sont finalement ces engagements de défense qui engagent la vie et la mort des nations, littéralement. Il y a aussi des cas limites. Alors, quand vous êtes Israël, Taïwan ou l'Arabie saoudite, vous n'êtes pas des alliés formels des États-Unis. Et pourtant, n'importe quel responsable ou expert américain vous dirait que le premier allié des États-Unis au Moyen-Orient, c'est évidemment Israël. Mais je le répète, ce ne sont pas des alliés formels. Par ailleurs, l'existence d'un traité d'alliance, c'est-à-dire un traité comportant un engagement de défense, ne garantit pas sa pérennité dans les faits. Il y a quelques années, on pouvait lire sur le site du Pentagone que le plus vieux traité d'alliance conclu par les États-Unis, qui soit encore en vigueur, alors est-ce que quelqu'un connaît la réponse? Non, le pacte de Quincy, cher Léo, n'a jamais existé. Pardon. Mais je suis heureux que vous le mentionniez parce que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans la littérature, y compris sous la plume ou dans la bouche d'excellents experts comme vous. Alors, est-ce que quelqu'un a la réponse? Non. C'est pas facile. Hein. 1786. Bien essayé, mais non. C'est le traité d'amitié américano-marocain. Où il est question de vaisseaux mauresques, de puissance chrétienne, mais c'est un traité qui est encore en vigueur. Il n'est pas totalement certain qu'il soit encore pleinement d'actualité. Donc c'est la limite du juridisme pur. Il reste que depuis 1945, et je crois que d'autres l'ont dit dans cette salle avant moi, les principales alliances militaires, au regard de l'histoire, ont été remarquablement stables. L'OTAN, bien sûr, les alliances américaines en Asie, et même le pacte de Varsovie, qui a eu quand même une belle vie du point de vue de la durée des alliances. Cette stabilité de la guerre froide, bien sûr, s'expliquait par la bipolarité du système, mais aussi par ce qu'Olivier avait appelé l'institutionnalisation et la capacité de ces alliances à planifier en commun, souvent à partir du
du même matériel. Et on constate ainsi que nombre d'entre elles ont survécu à la fin de la guerre froide, même si l'OTSC n'est qu'un pâle ersatz du pacte de Varsovie. Alors l'idée que je voudrais développer devant vous, c'est que nous connaissons une recomposition importante des alliances, mais dans un paysage qui est aussi marqué par la multiplication des partenariats de sécurité, donc qui s'ajoutent, qui sont une sorte de couche supplémentaire au réseau des alliances. Et pour moi, on assiste d'une part à une rétraction et un renouvellement des alliances à l'Est, et d'autre part à une consolidation jusqu'à présent et un élargissement des alliances à l'Ouest. Évidemment, tout ceci peut être remis en cause dans 2 heures. J'aborderai la question. Je dis dans 2 heures, mais c'est parce que c'est la fin de la conférence. Il n'y a rien de particulier je ne connais pas d'événement majeur qui soit censé se produire dans 2 heures. Et puis j'aborderai, avant Trump, j'aborderai une question qui me semble importante, qui peut être abordée sous le prisme de la théorie, mais aussi de l'histoire et de la géopolitique. Cette recomposition des alliances est-elle bénéfique ou non à la stabilité internationale? Alors je commence par l'Est. Bon, on verra tout à l'heure, et je ne suis pas le seul à le dire, mais que je ne crois pas qu'on puisse parler d'une grande alliance des adversaires de l'Occident. Mais je voudrais commencer par l'OTSC, parce qu'elle est finalement assez mal connue. Je ne sais pas si Sergueï Radchenko en a parlé un petit peu. Il en a parlé un peu. Elle est, à mon sens, en partie l'héritière de l'organisation du traité de Varsovie, le nom officiel du pacte de Varsovie. D'abord, bien sûr, parce qu'elle est dominée par Moscou, mais peut-être surtout parce qu'elle maintient l'ordre à l'intérieur. Autrement dit, qu'elle est autant une organisation de sécurité collective qu'une organisation de défense collective. La dernière intervention de l'OTSC, c'était en 2022 au Kazakhstan. Alors, elle s'est d'une certaine manière consolidée avec l'emprise russe sur la Biélorussie, un pays qui est désormais totalement intégré à la sphère de défense russe, mais elle s'est aussi affaiblie en même temps avec le départ dans les faits de l'Arménie, dès lors que Moscou ne s'est pas porté au secours aux grandes dames de Yerevan, ne s'est pas porté à son secours lorsque l'Azerbaïdjan a pénétré, non pas au Karabakh, mais en territoire arménien reconnu. La Russie n'a d'ailleurs pas mobilisé l'OTSC lorsque son propre territoire a été envahi par l'Ukraine. Au-delà, moi, ce qui me frappe, c'est que, là encore, c'est le regard historique qui est intéressant, c'est que Moscou renoue tout simplement avec les alliances soviétiques. Elle l'avait fait avec la Syrie, quand en 2015, le Kremlin avait réactivé le vieux traité d'amitié et de coopération bilatérale avec la Syrie, qui datait de 1981 et qui dispose, en cas d'apparition de situations menaçant la paix ou la sécurité d'une des parties, ou mettant en péril la paix ou la sécurité dans le monde entier, c'est vaste, les hautes parties contractantes entreront immédiatement en contact en vue de coordonner leurs positions et de coopérer pour éliminer la menace et rétablir la paix. Donc, traité ancien, réactivé en 2015. Depuis, on sait que les choses ont mal tourné pour Moscou sur la côte de la Méditerranée orientale. Le Kremlin l'a surtout fait, vous le savez, avec la Corée du Nord, pays avec lequel, il faut le rappeler, la Russie a 17 km de frontières en commun. Alors, il y avait une alliance formelle en 1961 qui avait été jetée à la rivière en 2000, remplacée par un simple traité d'amitié, c'est-à-dire pas une alliance. Mais en 2024, et à la surprise générale, en tout cas à la mienne, Moscou et Pyongyang ont renoué avec la période communiste et le nouveau traité qui les lie est particulièrement contraignant puisqu'il dispose, au cas où l'une ou l'autre des deux parties se retrouve en état de guerre du fait de l'invasion armée par un État ou un groupe d'États, l'autre partie accordera sans délai une assistance militaire et non militaire par tous les moyens en sa possession. Ça, c'est du lourd dans le vocabulaire des alliances. Pour les deux pays, à mon sens, c'était une véritable déclaration d'indépendance vis-à-vis de la Chine. Et ce renouvellement de vœux anciens s'est concrétisé par une vraie preuve d'amour, si j'ose dire, puisque, comme on le sait, Pyongyang a immédiatement mobilisé pour défendre le territoire russe. À l'ouest, nous avons assisté au cours des 10 dernières années à un élargissement et une consolidation des alliances. Quand je dis à l'ouest, c'est vraiment le monde qu'on appelle parfois occidental. Et là, ce que j'appelle dans le livre que tu as cité, La guerre des mondes, la famille occidentale au sens très large du terme. Les États-Unis restent, et de loin, le principal pourvoyeur de garanties de sécurité dans le monde, puisqu'il compte une 60aine d'alliés. Le département d'État énonce d'ailleurs les 7 accords juridiquement contraignants qui lient les États-Unis, les traités de Washington, bien sûr, de Rio, bien sûr, traité de l'Asie du Sud-Est, qui est relativement tombé en désuétude, et ceux qui sont sur le plan bilatéral,
qui lie les États-Unis au Japon, à la Corée du Sud, aux Philippines. Alors parfois, on compte aussi la Thaïlande comme un allié formel, mais en fait, c'est plus du déclaratif, c'est comme Taïwan. Au Moyen-Orient, je l'ai rappelé, 2 alliés de fait, mais pas de droit. 2 grands alliés de fait, Israël et l'Arabie saoudite. Il se trouve que depuis déjà 4 ou 5 ans, 3 ou 4 ans, pardon, on débat dans les 3 capitales concernées d'une grande manœuvre diplomatique qui verrait la conclusion d'un traité d'alliance formel entre Washington et Riyad, assorti d'ailleurs d'une assistance nucléaire civile à l'Arabie saoudite, sa reconnaissance de l'État d'Israël et une avancée vers la création d'un État palestinien souverain. On en est loin et c'est une manœuvre très complexe sur laquelle il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour que ça puisse se concrétiser. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la demande d'alliance du côté saoudien, donc la demande d'alliance formelle avec les États-Unis, est forte en dépit du rétablissement des relations diplomatiques avec l'Iran. En Asie, depuis 10-15 ans, on a vu les États-Unis renforcer leurs alliances bilatérales. Les administrations Trump 1 et Biden ont conforté l'alliance avec les Philippines. J'insiste, ça a commencé sous Trump 1 et affermi la présence américaine en Australie. Elles ont mis en place des dispositifs de consultation nucléaire avec le Japon et la Corée du Sud. Et pour la première fois, on a vu un sommet réunissant les chefs d'État et de gouvernement américains, sud-coréens et japonais à Camp David en 2023. C'est le genre d'événement qui passe un petit peu sous les radars en Europe, mais qui n'échappe pas, bien sûr, aux spécialistes de la région en France et ailleurs. Mais ce n'était pas une mince affaire. C'est quelque chose de tout à fait intéressant lorsqu'on connaît la complexité, euphémisme, des relations entre Tokyo et Séoul. Rappelons aussi que Biden était allé plus loin que tous ses prédécesseurs pour s'engager dans la défense de Taïwan en termes de rhétorique. Mais la rhétorique, ça compte parce que la dissuasion, c'est d'abord une rhétorique. Enfin, vous le savez, l'OTAN a accueilli dans les 15 dernières années 4 nouveaux membres, dont la Finlande et la Suède. Et son succès ne se dément pas, puisque, outre la Géorgie et l'Ukraine qui se pressent aux portes du Conseil de l'Atlantique Nord, même un pays comme la Suisse, lorsqu'on regarde un petit peu entre les lignes certaines déclarations officielles, s'interroge discrètement sur ses options futures face à une Russie perçue comme menaçante pour l'Europe. L'OTAN, Olivier en a parlé, Camille en a parlé, je ne vais pas être très très long. Je rappelle juste qu'effectivement, comme ils l'ont dit tous les deux, c'est une alliance qui se caractérise par sa longévité exceptionnelle, son institutionnalisation et j'ajouterais sa capacité à s'adapter. Mais il ne faut pas considérer, une fois de plus, que la vie du lien de sécurité transatlantique a toujours été un lit de rose. Vous le savez, enfin nombre d'entre vous le savent très bien. Pour moi, c'est une alliance qui a toujours été parcourue par un certain nombre de trois tensions structurelles. Les réticences européennes devant la volonté américaine de voir un meilleur partage du fardeau militaire, une volonté américaine de voir une prise en compte des enjeux de sécurité économique. On a beaucoup parlé de gazoduc à propos de Nord Stream 2, mais les historiens et un certain nombre d'entre vous se souviennent très bien que les affaires de gazoduc, ce n'est pas nouveau, puisque l'affaire du gazoduc soviétique était déjà en une de l'actualité dans les années 1980 en Europe. Troisième volonté américaine, une volonté plus récente de lier les enjeux de sécurité en Asie à ceux de l'Europe. Et à l'inverse, les initiatives sécuritaires américaines dans l'environnement de l'Europe, de la Libye à la Syrie, depuis les années 80, ont souvent été critiquées par les Européens au motif que l'unilatéralisme américain ne serait pas conforme à l'esprit, non pas la lettre, mais l'esprit de l'Alliance. Et c'est là qu'il faut revenir sur le mot d'Emmanuel Macron en octobre 2019, quand il avait parlé d'alliance en état de mort cérébrale. Pour moi, très clairement, c'était un jugement qui trouvait son origine dans les choix unilatéraux de Washington, mais aussi d'Ankara en Syrie. Il est vrai que la Turquie, depuis 2016, investit moins dans l'OTAN, mais ce point est d'ailleurs crucial à mon sens. Elle n'a jamais envisagé de quitter l'organisation, ni même sa structure intégrée, ni même d'évincer la présence militaire américaine sur son sol. Au fond, pour moi, l'Alliance atlantique ne fonctionne bien que lorsqu'elle se concentre sur sa mission principale, dissuader la Russie et organiser la défense de l'Europe sous le leadership américain. Bien sûr, elle a plutôt bien fonctionné dans les Balkans, mais ça a mis beaucoup de temps
à se mettre en place. Rappelons-nous, par exemple, que en 1995, quand les accords de Dayton sont signés, il n'était pas du tout certain pour les Européens que les Américains iraient s'engager au sol. Or, c'était fondamental pour eux. Et en forçant un tout petit peu le trait, je suis tenté de soumettre l'aphorisme suivant à votre réflexion. L'OTAN existe, mais je ne suis pas sûr, au fond, que l'Alliance Atlantique ait jamais existé. Vous avez 2 heures. Enfin, je dirais un mot, bien sûr, de l'Union européenne, qui est devenue en 2009, dans les faits et le droit, une alliance, plutôt dans le droit, plus que dans les faits, finalement, une alliance défensive par le fameux article 42.7 du traité de Lisbonne, qui lie aujourd'hui 27 pays, sans préjuger, bien sûr, de leur spécificité nationale. Un mot pour la France, parce qu'on l'oublie parfois, mais notre pays dispose d'un réseau d'engagement de défense qui est unique en Europe. Parce que, outre l'OTAN et l'Union européenne, elle est formellement alliée avec 3 pays du Golfe Persique, avec Djibouti et avec la Grèce, sans oublier, mais c'est relativement secondaire tant les liens sont forts déjà, l'engagement de défense qui nous lie séparément avec l'Allemagne depuis le traité d'Aix-la-Chapelle en 2019. Alors on pourrait ajouter aussi d'autres engagements qui sont moins immédiatement perceptibles, mais je me souviens de débats très longs au ministère de la Défense il y a longtemps sur la question de savoir si la France devait se sentir liée par la déclaration qui va accompagner l'armistice en Corée en 1953. En tout cas, s'il y avait une nouvelle guerre en Corée, je suis à peu près certain que les Coréens du Sud nous le rappelleraient. Alors, on pourrait citer aussi le pacte de Manille, mais là, on descend vraiment dans les couches profondes de l'histoire. Et encore une fois, il y a un moment où on a beau dire qu'un traité est encore en vigueur juridiquement, sa réalité stratégique commence à s'effacer. Ce que je trouve intéressant dans la période contemporaine, encore une fois, les 10-15 dernières années, c'est qu'au-delà de ce réseau d'alliances qui se recompose, on a vu se développer, émerger, se tisser une toile de partenariat de sécurité et de défense encore beaucoup plus importante que par le passé. Donc du côté, j'ai envie de dire occidental, mais comme je vais parler de l'Inde, on n'est plus vraiment dans l'Occident, on va au côté plutôt de la famille de ce qu'on appelle les démocraties libérales. On pourrait discuter de savoir si l'Inde est encore une démocratie libérale, mais le format Quad retient l'attention. C'est une initiative japonaise de 2007 qui a été considérablement revitalisée par les administrations Trump 1 et Biden. Alors ça, c'est un partenariat plus diplomatique que militaire qui se focalise notamment, mais pas seulement, sur les enjeux de sécurité maritime. L'AUKUS, bien sûr, qui lui est un véritable partenariat de défense dont les sous-marins, si je puis dire, ne forment que la partie émergée. On a vu aussi les alliés de la zone Indo-Pacifique se réunir avec ceux de l'OTAN pour la première fois lors d'un sommet en 2022. On les appelle les IP4 de temps en temps. La IPK, c'est Indo-Pacific Force, c'est-à-dire Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Corée du Sud, qui désormais se réunissent régulièrement se sont réunis plusieurs fois, avec le Conseil de l'Atlantique Nord au niveau ministériel. Bien sûr, l'intervention de la Corée du Nord aux côtés de la Russie a apporté de l'eau au moulin à ceux qui estiment, à tort ou à raison, que la sécurité de l'Asie est de plus en plus indissociable de celle de l'Europe. Dans les faits, moi, il me semble, et ça n'est ni positif ni négatif de ma part, que l'OTAN est devenue une sorte de grand attracteur, c'est une sorte d'image d'astrophysique, de grand attracteur de la sécurité occidentale. Et les propositions vont bon train pour tisser des liens croissants entre les 2 océans, depuis l'ouverture de bureaux de liaison jusqu'à, comme le proposent certains, un accès des alliés asiatiques à la planification de défense de l'OTAN. Alors ça, je ne pense pas qu'on y aille un jour jusque-là, mais en tout cas, l'idée selon laquelle la sécurité en Asie et la sécurité en Europe sont de plus en plus liées, qui n'est pas une idée à laquelle la France s'oppose sur le principe. Là où la France a des réticences, c'est de voir justement l'OTAN être le fédérateur de ces liens. Par exemple, lorsque la France lorsque le secrétaire général de l'OTAN, peut-être que Kaby en avait parlé, avait proposé d'ouvrir un bureau de liaison de l'OTAN à Tokyo, la France s'était levée et a dit « Attendez, ça n'a aucun sens, on va donner l'impression à la Chine que l'OTAN est en train d'arriver en Asie ». Du côté, on va dire oriental, c'est l'Organisation de sécurité de coopération de Shanghai, qui retient l'attention, mais qui n'est, encore une fois, pas une alliance. C'est une organisation de sécurité collective qui traite essentiellement de contre-terrorisme. Donc c'est une couche supplémentaire de partenariat
au-delà des alliances. En revanche, je le redis, je ne pense pas du tout qu'il y aura de grandes alliances anti-occidentales. Certains fantasment un peu là-dessus. Je ne crois pas que cela soit d'actualité. Bien sûr, il y a des liens de défense des liens de défense de plus en plus étroits entre ces 4 pays que sont la Chine, la Corée du Nord, l'Iran et la Russie. Bien sûr, cet ensemble suscite de nouvelles appellations. L'axe des autocrates, alors là, c'est l'imagination au pouvoir. Ouais. L'axe des autocrates, mon préféré, c'est CRINC. CRINC. China, Russia, India, North Korea. CRINC, ça fait un peu méchant. Je trouve ça assez amusant comme appellation. Mais je le répète, parce que c'est central pour notre sujet d'aujourd'hui, il n'y a aucun engagement mutuel de défense qui lie les 4 pays. Et au sein des 4, le seul engagement mutuel de défense qui existe, c'est le nouvel accord, le nouveau traité entre la Russie et la Corée du Nord. Autrement dit, je ne pense pas qu'il y aura, pour reprendre une analogie historique, comme il y avait eu un pacte tripartite en 1940, je ne crois pas qu'il y aura je suis à peu près certain qu'il n'y aura pas de pacte quadripartite. Même le communiqué russe, sino-russe de 2022 n'était pas du tout l'acte de naissance d'une nouvelle alliance militaire. Certains ont voulu, pourquoi pas, y voir un équivalent moderne du pacte Molotov-Ribbentrop, mais qui n'était pas justement, à cette époque, une véritable alliance. Alors, le point que je voudrais traiter maintenant, c'est la question de savoir si cette recomposition des alliances, qui est le thème, le fil rouge de cette année, est-ce qu'elle est dangereuse ou stabilisante? Bon, vous le savez, Olivier et d'autres en ont parlé, les alliances sont à la fois des multiplicateurs de force, mais aussi des outils de domination. Le paradoxe, c'est que, à mon sens, une alliance ne fonctionne bien lorsqu'elle est dirigée par un État plus fort que les autres, mais que cette asymétrie crée alors un rapport de domination qui peut, à son tour, la fragilité. Donc il y a toujours une tension dans ces alliances asymétriques, comme en particulier l'OTAN. Alors cette recomposition des alliances est-elle dangereuse? Bon, la question est légitime. On dit souvent, on a parfois appris à l'école que la séquence des événements de l'été 1914 devait beaucoup à l'enchaînement des alliances. Bon, pourtant, je pense que le système contemporain des alliances a davantage de chances d'être un ralentisseur plutôt qu'un accélérateur d'escalade et d'agir comme une courroie de freinage plutôt que comme une courroie de transmission. Alors bien sûr, la théorie classique des relations internationales met en avant ce que les théoriciens appellent le dilemme de sécurité, une dynamique d'action-réaction qui incite l'État contre lequel on se protège à accroître son effort de défense pour se protéger à son tour, etc. Cette théorie dite réaliste ne me semble pas rendre compte du comportement des néo-empires dans l'environnement, même s'il convient de ne pas négliger leur paranoïa. Autrement dit, et pour faire un raccourci rapide, la thèse selon laquelle, au fond, la Russie est intervenue en Ukraine parce que l'OTAN avançait près de ses frontières ne me semble pas fondée, ni historiquement, ni politiquement. Mais là encore, c'est un débat dont vous connaissez les termes. Il a peut-être déjà été traité aussi ici. Certes aussi, les alliances peuvent créer, selon la théorie, ce qu'Olivier Schmitt appelait les aléas moraux. Je vais être rapide là-dessus, puisqu'il a en partie traité la question. Donc, il y a un premier piège possible, c'est ce qu'on appelle celui de l'engagement, du commitment. Dans certaines circonstances, disposer de la protection d'un allié fort pourrait enhardir un allié faible à prendre des initiatives risquées. Ce qui est intéressant, c'est que Vladimir Poutine a dit qu'il estimait que c'est la perspective d'entrer dans l'OTAN qui avait, selon lui, incité la Géorgie à provoquer la Russie, pensant qu'il serait protégé par les États-Unis. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Donald Trump, pendant son premier mandat, s'était demandé s'il fallait vraiment faire entrer le Monténégro dans l'OTAN parce que c'est un pays petit et agressif, ce sont ces termes. Et donc, en gros, Donald Trump semblait avoir peur d'être entraîné vers la Troisième Guerre mondiale à cause du Monténégro. Bon, en fait, il existe assez peu de preuves que les alliés contemporains agissent avec agressivité dans leur voisinage, sans crainte de représailles, parce qu'ils se sentiraient protégés. Il est vrai que les partis les plus faibles peuvent parfois de bonne foi faire croire à leurs opinions que leur territoire serait protégé. Quand on regarde les débats publics entourant
l'accord de défense entre la Russie et l'Arménie en 2010 à propos du Karabakh. Quand on regarde les débats qui ont eu lieu en Grèce en 2021 à propos de l'accord de défense avec la France, il y avait des ambiguïtés laissées un peu délibérément dans le flou. Est-ce que la France va protéger notre zone économique exclusive, par exemple? Et donc, ce flou peut être délibéré, au moins pour une des deux parties. Mais dans les deux cas, les protecteurs putatifs ont apporté des clarifications. Par exemple, la France a dit très clairement, non, nous, on protège le territoire national grec, terrestre, aérien et maritime, mais la zone économique exclusive, n'étant pas le territoire national, nous de protégeons. Autrement dit, s'il y a des escarmouches entre la Russie et entre la Turquie et la Grèce en Méditerranée orientale et que la Turquie est jugée responsable, la France n'a pas de raison juridique d'agir. Mais c'est aussi pour cela que les États qui rentrent dans l'OTAN sont censés avoir réglé leurs différends frontaliers. Deuxième piège possible, on appelle celui de la crédibilité. C'est l'idée sur laquelle un État peut se trouver contraint à intervenir en soutien d'un autre pour préserver sa réputation de protecteur. Alors la réputation, là encore, c'est un vieux sujet de sciences politiques. Je suis sûr qu'il y a plein d'étudiants ici qui connaissent le sujet mieux que moi. Mais ce n'est pas anodin, la réputation. Et on voit très bien que pour les États-Unis, par exemple, ça compte. Autrement dit, devons-nous intervenir là? Ah oui, c'est important pour garder notre réputation de protecteur. Donc, ont-ils tort ou raison de penser que cette réputation est un élément central pour la dissuasion? C'est un autre sujet. Mais en tout cas, ce qui est certain, les témoignages sont extrêmement nombreux sur ce sujet, que ça compte dans la tête des dirigeants américains. Et en même temps, quand on fait le compte, quand on regarde l'histoire des 70 dernières années, on voit que les dirigeants américains ont plutôt eu tendance à conserver la première ressource d'un chef d'État, sa liberté d'action. Autrement dit, l'idée consistant à dire on se sent obligé d'intervenir contre notre gré pour maintenir notre réputation, c'est une idée qui me semble cadrer assez mal avec la réalité, même si ça a été pris en compte dans de nombreuses crises. Quand on regarde l'histoire des crises de Taïwan en 54-55, mais aussi en 95, quand on regarde la guerre du Vietnam, quand on regarde les interventions dans les Balkans dans les années 90, on voit que ce thème de la réputation compte pour les États-Unis, même si ça n'est pas, encore une fois, ce n'est pas l'élément qui déclenche tout. On peut aussi dire que on peut aussi citer les cas de non-intervention en soutien d'un allié. Les Américains ne sont pas intervenus pour nous soutenir à Dien Bien Phu, on s'en souvient encore. Les Américains n'ont pas vraiment soutenu les Britanniques au Malouine parce qu'ils étaient préoccupés par leurs autres alliés, qui sont les alliés d'Amérique du Sud. Et bien sûr, on s'en souvient encore plus, ils sont loin de nous avoir soutenus à Suez, euphémisme tout britannique. Par ailleurs, on constate aussi que les alliés jouent tout autant un rôle de frein que d'entraîneur vers des aventures militaires. On voit par exemple que pendant la guerre froide, les Européens étaient souvent inquiets de l'interventionnisme américain en Asie du Sud-Est parce qu'ils craignaient, ils ne l'encourageaient pas, ils le décourageaient plutôt, parce qu'ils craignaient que ça empêche les États-Unis de jouer leur rôle de protecteur essentiel de l'Europe. Puis de manière générale, je trouve que cette notion de dynamique d'enchaînement ou d'entraînement des alliances, elle est surestimée, notamment à la période actuelle. Mais avant de parler de la période actuelle, je constate que ce récit, j'allais dire, ce qu'on a appris à l'école, entre guillemets, selon lequel l'enchaînement des alliances aurait été une cause majeure de la montée aux extrêmes en 1914, c'est un récit qui me semble, d'après ce que je vois dans le débat chez les historiens, considérablement remis en cause par l'histoire contemporaine. Je crois qu'au fond, j'espère ne pas synthétiser à l'excès ce que j'ai lu de récent sur l'histoire de 1914, mais il me semble que la guerre à grande échelle est devenue inéluctable, non pas tant du fait d'un quelconque engrenage, mot qu'on utilisait beaucoup dans nos anciens livres d'histoire, mais fondamentalement d'une agression coordonnée de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Deuxième raison qui me semble pertinente aujourd'hui, c'est que les alliances contemporaines, celles du XXIe siècle, sont différentes de la plupart des alliances du XXe et a fortiori du XIXe. Les engagements de défense dont j'ai parlé tout à l'heure
sont en effet bornées par un certain nombre de dispositions juridiques qui existaient rarement dans les alliances du passé. Premièrement, ils ne peuvent pas être déclenchés, pas être déclenchés automatiquement. L'implication de l'OTAN, vous le savez, demanderait l'assentiment de tous ces membres pour agir. Deuxièmement, il y a toujours des réserves, des caveats. La plupart du temps, ces traités d'alliance n'obligent pas les alliés à recourir à la force militaire. Alors, encore une fois, là, c'est plutôt du côté occidental, parce que ce qui est nouveau et intéressant avec l'accord, avec le traité entre la Russie et la Corée du Nord, c'est que c'est tous les moyens et tout de suite. Et ça, c'est assez rare. C'est des dispositions qui n'existent pas dans les alliances occidentales. Et le cas échéant, ces textes mentionnent des restrictions nationales, par exemple, les dispositions et processus constitutionnels de chaque pays, c'est le cas du traité nippo-américain, le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, c'est le cas du traité de Lisbonne, etc., etc. Troisièmement, leur champ géographique est généralement bien circonscrit. Les engagements de défense ne s'appliquent qu'à une zone définie. Le traité de l'OTAN, vous le savez, ne concerne que l'Europe et l'Amérique du Nord, donc ne comprend pas Hawaï et les territoires américains dans le Pacifique, ce qui veut dire qu'un conflit sino-américain aurait très peu de chances d'engager juridiquement les Européens, sauf si le territoire continental des États-Unis était directement touché. Le traité nippo-américain que je viens de citer tout à l'heure, il ne couvre que les territoires sous l'administration du Japon. Ça, ce sont des précautions que prennent les rédacteurs des traités pour ne pas se trouver justement entraînés plus ou moins contre leur gré dans un conflit dans une zone disputée. Il y a un différend territorial. Celui entre les États-Unis et la Corée du Sud couvre, il est à peu près rédigé dans le même esprit. Celui avec les Philippines, il a aussi une zone très précise. Le territoire métropolitain de l'une des parties ou les territoires insulaires sous sa juridiction dans le Pacifique ou sur ses forces armées, ces navires publics et ces navires publics. Intéressant, hein, navire public, c'est l'expression du traité. Ça veut dire que s'il y a un bateau de pêche philippin qui joue un rôle militaire, mais qui est juridiquement un bateau de pêche civil, eh bien, il n'est pas concerné. S'il est attaqué par un navire chinois, la garantie ne joue pas. Les petits caractères, comme on dit dans les contrats d'assurance, sont finalement très nombreux dans les alliances, dans les traités d'alliance qui ont été signés par les Occidentaux. Enfin, le traité qui lie la France et la Grèce, ça a été clarifié, ça ne concerne pas la ZEE grecque. Quatrièmement, enfin, ils sont limités généralement à l'existence d'une attaque armée, et la notion d'attaque armée, elle a été explicitée par la Cour internationale de justice, qui considère que l'attaque armée, sa caractérisation requiert une échelle relativement grande, une gravité suffisante, et un effet substantiel. Ça fait beaucoup de choses. Elle considère aussi qu'une accumulation de petites attaques peut, in fine, aboutir à une attaque armée. Les tactiques, donc ça laisse se réfléchir sur les tactiques que pourraient utiliser la Russie ou la Chine, les petits hommes verts, comme on disait en 2014, ou les petits hommes bleus s'ils sont des marins. On peut s'interroger aussi si l'accumulation d'attaques cybernétiques pourrait à un moment devenir caractérisable comme une attaque armée. À la fin, moi je pense que c'est une décision politique. C'est le Conseil de l'Atlantique Nord qui décide qu'il y a attaque armée ou pas. Autrement dit, le droit est extrêmement important. Ce n'est pas moi qui vous dis le contraire, mais à la fin, ça demande, c'est fondamentalement une décision politique. Moi, je constate que les événements des 25 dernières années ont plutôt montré que les engagements d'alliance n'ont pas, justement, été déclenchés à la moindre alerte, que les alliés ont plutôt été prudents. L'OTAN n'a pas activé l'article 5 en 2007, lorsque l'Estonie s'est trouvée paralysée par des attaques de DDoS, de délit de service, distribués d'origine russe. Un avion turc avait été abattu par la Syrie au-dessus des eaux internationales en 2012. Par la Russie. Par la Russie en 2012, ça n'a pas provoqué l'activation de l'article 5. Lorsque la Corée du Nord a attaqué un navire sud-coréen, a coulé un navire sud-coréen en 2010 et bombardé les îles la même année, Séoul n'a pas demandé l'activation de la garantie américaine. L'OTSC, donc l'Organisation du traité de sécurité collective, n'a pas bougé quand un missile est tombé sur le territoire arménien reconnu en 2020, ni même, je l'ai dit tout à l'heure,
lorsque un bout de territoire arménien reconnu a été envahi par l'Azerbaïdjan. Quand il y a des attaques iraniennes sur le territoire saoudien, aux grandes dames de Riyad, il n'y a pas eu de réaction américaine disproportionnée. Et on peut même constater que les États-Unis, à la déception de leurs alliés, sont parfois trop timorés, trop hésitants pour un pays qu'on dit souvent toujours tenté par les excès d'interventionnisme. On se souvient bien en France, le président de la République de l'époque s'en souvient très bien, le secrétaire général de la Défense nationale aussi, je pense, de 2013, du grand traumatisme de 2013, lorsque les Américains nous ont lâchés en rase campagne, si j'ose dire, et que l'administration Obama n'a pas respecté ses propres lignes rouges. Tout ceci confirme que, dans l'ensemble, les alliés d'aujourd'hui, les alliés du XXIe siècle, ne s'engagent pas par la simple vertu d'un texte ou d'une déclaration, ou parce qu'ils seraient entraînés contre leur gré, ou parce qu'ils souhaiteraient tout simplement maintenir leur réputation. Hein. Entrer en guerre aujourd'hui pour soutenir un allié est, comme il se doit, une décision extrêmement grave, une décision fondamentalement politique, qui est la mise en œuvre d'une garantie de sécurité par des moyens militaires ne peut donc pas être automatique. Par ailleurs, dans ma démonstration, j'allais dire, du côté positif pour la stabilité internationale qu'apporte ce réseau d'alliances aujourd'hui, j'ajoute que même si la démonstration est impossible, puisqu'on ne peut pas démontrer une proposition négative, il semble que les alliances occidentales aient un pouvoir dissuasif. La Russie et la Chine ne cessent d'envahir ou d'empiéter sur des territoires non protégés par une garantie de sécurité ou des territoires contestés, mais n'ont jamais commis d'agression militaire ouverte contre des territoires clairement couverts par les garanties de sécurité occidentales. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne se produira jamais, bien sûr, mais le fait est que le constat est plutôt clair jusqu'à présent. En conclusion, moi, il me semble que la multiplication de ces alliances, plutôt la consolidation de ces alliances et la multiplication des accords de sécurité parallèles, sans engagement mutuel de défense, a plutôt tendance, me semble-t-il, à atténuer le risque d'escalade que de l'accroître. Bien sûr, les puissances révisionnistes que sont, que l'appellent les néo-empires, tels que la Russie, la Chine, la Turquie ou l'Iran, testeront sans doute, donc testeront probablement dans les années qui viennent, les engagements de sécurité occidentaux dans des espaces contestés ou aux marges des territoires protégés. Mais encore une fois, le réseau des alliances contemporaines me semble plus stabilisateur que déstabilisateur, et il est davantage, à mon sens, une ceinture de sécurité qu'une courroie d'entraînement. Il reste bien sûr, et j'en terminerai par ce point, il n'est pas à l'abri des chocs. Or, au XXIe siècle, il suffira peut-être avant je disais un tweet, maintenant je dis un post d'un président américain pour que la ceinture se rompe. Alors, l'opinion publique américaine n'est pas devenue isolationniste et n'est pas devenue opposée aux alliances. C'est assez intéressant de voir, là, il y a un certain nombre d'enquêtes d'opinion dans la durée qui permettent de mesurer l'évolution de ce soutien. Et je note, par exemple, qu'en août 2024, donc après, la campagne électorale était déjà bien engagée, on avait 64% des Américains qui estimaient que les alliances du pays bénéficient aux deux partis. Alors, c'est un peu plus fort du côté démocrate que du côté républicain. Du côté républicain, c'est quand même 55%. Voilà, c'est pas négligeable. Quant au soutien à l'OTAN, il ne faiblissait pas, puisqu'il recueillait, donc en août 2024, l'assentiment de 76% des Américains. Donc, évidemment, c'est pas... on va arriver sur Trump, mais on ne peut pas dire que l'idée d'une Amérique qui romprait les amarres, romprait ses alliances et deviendrait plus isolationniste au sens militaire du terme, cette idée n'est pas naturellement soutenue par l'opinion. On peut remarquer aussi que les principaux responsables concernés de l'administration Trump ont commencé par des discours que j'appellerais des discours rassurants. Marco Rubio, sur lequel on peut dire beaucoup de choses par ailleurs,
mais dans un message interne aux diplomates quand il prend ses fonctions, il dit « Notre département sera à la pointe de la revitalisation des alliances, du renforcement des liens avec les autres partenaires et alliés. » Ce n'est pas exactement un message négatif pour la diplomatie américaine des alliances. Il y a d'ailleurs eu une réunion à Munich, la fameuse réunion de Munich. Il y a eu une réunion ministérielle de ce que j'appelais le format trilatéral asiatique, à savoir États-Unis, Corée du Sud, Japon. Donc quand on parle des alliances, nous, Européens, bien sûr, on se focalise sur l'OTAN, c'est bien normal. Nous sommes en Europe. Mais il n'y a pas de signe pour l'instant d'une volonté évidente de l'administration américaine de déceler les alliances existantes. Quant à ce que dit Trump sur Taïwan, encore une fois, un quasi-allié, un allié de fait, mais un allié extrêmement important, sur Taïwan, alors, il ne va plus. Il a abandonné le langage de Biden, mais il est revenu finalement à une politique qu'on a toujours appelée l'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire que les États-Unis ne disent pas vraiment s'ils défendraient Taïwan ou pas. Ils ne veulent ni l'indépendance ni l'annexion. Mais là, il faut reconnaître que Trump en est revenu à un discours très classique. Là, il n'y a pas de rupture dans la logique américaine. C'est une politique qui est celle des États-Unis depuis les années 70. Enfin, sur l'OTAN elle-même, Peter Hexes, quand on voit son discours de Bruxelles d'il y a un mois, le discours c'était, je le cite de nouveau, les États-Unis demeurent engagés dans l'alliance de l'OTAN et dans le partenariat de défense avec l'Europe, point. Alors le point, c'est lui il dit point, il dit period. Mais les États-Unis ne toléreront plus une relation déséquilibrée qui encourage la dépendance. Soit à quoi on a envie de lui dire très bien, vous voulez plus de dépendance, on n'achètera plus de F-35. Mais bon. Au lieu de cela, notre relation aura pour priorité l'accroissement de la capacité de l'Europe à prendre la responsabilité de se prendre de sa propre sécurité. Les alliés européens doivent être en première ligne. C'est comme ça que je traduis lead from the front. Et Trump lui-même, le 27 février, il y a quelques jours, il a affirmé je confirme l'engagement de l'Amérique dans l'article 5. Donc, je crois qu'il est tentant, vu les événements assez extraordinaires de ces derniers jours, de dire que ça y est, c'est terminé, l'alliance est en sursis. Et c'est vrai que des choses majeures, des choses fondamentales sont en train de se produire, mais il y a quand même un certain nombre de faits aussi qu'il faut rappeler. Et on ne peut plus, mais ça c'est une évidence, à mon sens, on ne peut plus considérer aujourd'hui, quand on est européen, que le soutien américain, dans les 3 années qui viennent, sera tenu pour acquis. Alors les Européens, on le sait, ont longtemps hésité entre le déni, la panique et le pragmatisme. On voit que cette Amérique de Trump, elle est à la fois un protecteur incertain, un parrain au sens mafieux du terme, bien sûr, exigeant et un prédateur possible, et que son comportement commence à rappeler, je ne suis pas connu pour être anti-américain, mais son comportement commence à rappeler, toute chose égale par ailleurs, celui de l'Union soviétique vis-à-vis du pacte de Varsovie. Alors on connaît les scénarios possibles pour l'OTAN, et je pense que Camille en a parlé, et je ne pense pas que sa disparition totale soit le plus probable, mais dans tous les cas de figure, il est désormais clair pour la majorité des Européens qu'ils ne pourront plus se fier seulement à Washington pour assurer leur sécurité, c'est-à-dire que les Européens sont en train de devenir français. Le grand paradoxe de cette alliance, c'est le suivant, c'est que c'est au moment où elle triomphe à l'extérieur que le scénario de sa destruction de l'intérieur devient crédible. Et c'est pour ça que si ce scénario devait se produire, peut-être, cher Louis, on devrait faire un nouveau cycle sur les alliances. Au lieu de la recomposition, ça serait bien sûr la décomposition. Merci beaucoup. Alors, peut-être pour les questions après, peut-être, oui, je vous ai vu, et c'est toujours les étudiants qui parlent, mais peut-être pour ma gouverne, et parce que autant on voit aujourd'hui la fragilisation de l'Alliance Atlantique ou les craintes suscitées, etc., il y a un axe qui, lui, paraît inébranlable, et continuer de Biden à Trump,
c'est l'alliance avec Israël. Et comme tu as traité de cette question, notamment dans un livre récent, alors il y a quand même toute une série d'accords, ça c'est 81, 83, 87, qui dit que c'est le principal, c'est l'allié majeur hors OTAN, c'est ça, hein, ils ont le statut d'allié majeur hors OTAN, mais c'est là où je ne sais pas trop comment il faut l'interpréter. Est-ce qu'il leur donnait un accès aux lignes de produits américains sans problème? Il y a quand même des agréments de coopération qui sont passés assez tôt. Donc, dans cette alliance bilatérale, elle est, je dirais, on a l'impression on vit deux conflits. Le conflit de Gaza, qui se termine plutôt par le caractère inébranlable de l'alliance d'Israël et des États-Unis, et puis le conflit d'Ukraine, qui se termine par, au contraire, la déstabilisation de l'alliance. Et ces deux conflits, c'est les deux questions mal réglées du post-guerre froide. C'est-à-dire l'une, quand même si on a bien dit que c'était un motif allégué, l'extension problématique de l'OTAN à ses confins orientaux, jusqu'où elle va. Question restée en suspens. Et puis la deuxième, qui est évidemment la question israélo-palestinienne, qui n'a pas été réglée. Et on a l'impression que les Américains étaient plutôt dans un mouvement de désengagement et se réengagent finalement sur ces deux théâtres, un peu pour en finir, pour tenter de régler, pas définitivement, pas complètement, mais pour stopper l'agressivité russe d'une part, et de la même manière les menées iraniennes, Hamas, Hezbollah liées. Et le résultat des courses, c'est quand même un résultat déséquilibré entre ce qui se passe au Moyen-Orient et ce qui se passe en Europe. Oui, mais alors d'abord un mot sur la nature de l'alliance militaire, de la quasi-alliance ou de l'alliance de fait. Tu as raison, le statut de MNNA, c'est-à-dire d'allié majeur dans l'OTAN, c'est essentiellement quelque chose qui donne un accès privilégié au matériel américain. Alors, je rappelle pour ceux d'entre vous qui connaîtraient moins bien le sujet que Louis, que cette alliance de fait, elle est récente. C'est post-1967. C'est pas, voilà, c'est les années, c'est plutôt les fins des années 60, début des années 70. Je rappelle également que durant certains mandats, par exemple sur Reagan, c'était compliqué, cette alliance. On construit parfois en Europe l'idée d'un partenariat ancien, solide, quasiment immuable. Non, ça a parfois été très compliqué. On se rappelle de la controverse sur les AWACS vendus à l'Arabie saoudite. Je crois que c'est quand même une alliance durable parce qu'elle repose sur la formule convenue, à la fois des intérêts et des valeurs. Quand je dis des valeurs, c'est quelque chose qui remonte assez loin, qui remonte aux origines d'une forme de pressionnisme, c'est-à-dire l'idée qui avait cours dès le 19e siècle, dès le début du 19e, chez les évangéliques américains, que les États-Unis étaient la troisième Rome, la Nouvelle Jérusalem. Bon, enfin, il y a quand même un soubassement idéologico-religieux qui est incarné par les évangéliques américains, qui sont quand même aujourd'hui encore quelque chose comme 30% de l'électorat adulte, hein, c'est pas rien, et qui est extrêmement favorable à Israël. Les premiers supporters, en caricaturant à peine, on peut dire que les premiers supporters d'Israël aux États-Unis, ce ne sont pas les Juifs, ce sont les évangéliques. Alors moi, je dis parfois que les évangéliques soutiennent Israël comme la corde soutient le pendu, parce que quand on connaît la doctrine évangélique au sens le plus rigoureux du terme, à la fin des temps, les Juifs sont censés soit se convertir, soit disparaître. Voilà, bon. Mais comme on dit en Israël, nous, on prend les élèves qu'on nous donne. Hein. Voilà, on fait avec ce qu'on a. Voilà. On va dire, on fait avec ce qu'on a. Il y a ça. Juste un mot sur ce que tu disais à propos des conflits non réglés de l'après-guerre froide. Moi, je crois quand même qu'il faut distinguer la question impériale russe de la question Proche-Orient. Il y a, pour moi, quatre grands conflits non réglés, 4 grandes blessures de la fin des années 1940. Il
Israël-Palestine, Chine-Taïwan, Corée du Nord, Corée du Sud et Inde-Pakistan. C'est 4 grandes séparations, 4 grandes blessures qui n'ont jamais été cicatrisées. Donc pour moi, il faut plutôt voir la question israélo-palestinienne plutôt sous cet angle-là, plutôt que de faire un parallèle avec l'invasion de l'Ukraine, qui a plutôt à voir, à mon sens, avec l'impérialisme russe, pour aller plus simple. Les autres cas n'impliquent pas les États-Unis comme alliés. Ah bah, la Corée du Sud, je te rappelle que ça concerne très directement les États-Unis, puisque le seul autre commandement intégré au OTAN, c'est américano-sud-coréen. Pas un Pakistan, mais oui. Pas un Pakistan, mais les États-Unis ont une relation compliquée avec le Pakistan. Donc tout ceci pour dire, juste un tout petit mot pour terminer là-dessus, que si l'on s'interroge parfois sur la pérennité de la relation américano-israélienne au regard des immenses contestations qui ont eu lieu, quelles qu'en soient les origines, les encouragements, etc. Enfin bon, la guerre de Gaza a secoué une grande partie de l'opinion américaine, mais je crois que c'est un petit peu l'écume des choses et que fondamentalement, même si Israël est très impopulaire aujourd'hui au sein d'une grande partie du Parti démocrate, le soubassement reste, à mon sens, extrêmement fort. De même qu'on a annoncé maintes fois la fin de l'alliance ou de la relation particulière avec l'Arabie saoudite. Je me souviens qu'en 2003, elle était donnée pour perdue, morte, enterrée. Encore une fois, on sous-estime parfois la force, la solidité de ces soubassements. Pour d'autres raisons d'ailleurs, pas pour des raisons religieuses cette fois. Je pense qu'on retiendra tous ta formule ceinture de sécurité plus que courroie d'entraînement, mais c'est vrai qu'on a la question, alors que tu laisses un peu, puis je pense que passer la parole à la salle, le risque de l'autodestruction, de l'autolyse, parce que quand même, quand Trump exprime des visées très agressives à l'égard d'alliés canadiens, voilà, ou danois, voilà, la question se pose quand même. Finalement, qu'est-ce qui reste du pacte de confiance, quoi? Tu disais toi-même que l'entrée dans l'OTAN impliquait la stabilisation des frontières et le règlement a priori des différents frontaliers, ce qui fait d'ailleurs que la question de l'Ukraine reste pendante, puisqu'on ne peut pas l'intégrer tant que cette question n'est pas réglée. Mais là, c'est ouvrir une question sur justement, qui n'existait pas, quoi. C'est la question des frontières, elle est remise en cause de l'intérieur, puisque évidemment, jusqu'à preuve du contraire, le Groenland fait encore un territoire de la couronne danoise, et comme vous me l'a rappelé tout de suite, et je crois qu'il faut lui rendre hommage, le ministre français des Affaires étrangères, dès le lendemain de la déclaration de Trump, regardez, la souveraineté, nous aussi on connaît, et l'Europe doit être souveraine, et nos frontières sont souveraines. Oui, je crois que le risque d'autodestruction politique est réel. Après, personne ne sait comment l'OTAN fonctionnerait avec une présence américaine, avec une quasi-abstention américaine, et a fortiori avec un retrait américain. Mais je crois qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que ce risque disparaît. Ce qui est intéressant, c'est que comme c'est l'alliance la plus institutionnalisée au monde, il en resterait forcément quelque chose. Donc voilà, encore une fois, je suis sûr que ces scénarios ont été discutés avec d'autres conférenciers. Est-ce que l'OTAN peut fonctionner? Est-ce que le Conseil de l'Atlantique Nord peut fonctionner sans leadership américain? Est-ce que les institutions et les systèmes de l'OTAN peuvent fonctionner? Le général Yakovlev et d'autres qui ont été en poste à l'OTAN. Est-ce que ça peut fonctionner sans les États-Unis? Je crois que c'est une question à laquelle moi, j'ai pas de réponse ferme. Il se frottait les yeux. Hein. Alors, je passe d'abord la parole aux étudiants. D'abord, la parole aux étudiants, c'est de règle, et puis ensuite, on ouvrira le débat. Alors, dans les rangs des étudiants, je vois monsieur là-haut, passez-lui le micro. Et Lucie, s'il y a des questions, ou vous, s'il y a des questions des internautes. Merci. Allez. Micro, s'il vous plaît. Allez-y. Ça marche là? Oui, okay. Oui, donc je suis un petit peu en désaccord avec vous sur la question des alliances qui seraient plutôt un facteur stabilisant. Quand vous dites en 1914 que finalement l'engraînement des alliances serait contredit par l'actualité, le retour d'expérience contemporain, il y a quand même un facteur, un petit biais, ça s'appelle la dissuasion nucléaire quand même, qui à mon avis joue un rôle énorme dans le fait que
on ne revive pas les 2 guerres précédentes. Ensuite, quand on parle du risque des alliés qui risqueraient de faire du zèle en agressant parce qu'ils sont dans une alliance forte, je pense qu'on a eu un cas ici, dans cet amphithéâtre la semaine dernière, qui était un petit peu inquiétant, où on avait un monsieur d'origine polonaise qui nous suppliait de partager notre dissuasion, voire même de lui fournir des missiles à longue portée pour aller frapper des sites de lancement nucléaire russes. Ce qui s'appelle des frappes désarmantes, mais ce qui est impossible de faire avec l'armement conventionnel. Moi, je sais pas vous, moi, ça m'a laissé un peu froid quand même. Enfin, vous avez listé un certain nombre d'agressions de ce que vous appelez l'axe des autocrates, ou les CRIC. Mais comme vous l'avez rappelé, monsieur Louis, il faudrait... Enfin, on a le cas quand même d'Israël qui mène une guerre pas très propre, pour lequel on donne un soutien absolument inconditionnel. Ah c'est bon, on m'a pas censuré encore. Non, je plaisante. Et qui a quand même bombardé une ambassade le 1er avril 2024. Un peu fair play, quoi. Et de façon générale, et je terminerai là-dessus, je pense que c'est hyper important pour nous, Français, de réapprendre d'avoir une vision diversifiée du monde, d'arrêter de penser que nous sommes dans le camp des gentils, qu'en face il y a les méchants, et que, comme le général de Gaulle, il faudrait peut-être qu'on redevienne une puissance d'équilibre. Voilà, je vous remercie. Comment est-ce que j'aurais parlé des gentils et des méchants pour ma part? C'est le sentiment que je retiens de votre discours et de manière plus générale. Je suis responsable de mon discours, vous êtes responsable de vos sentiments. À aucun moment, je le pense, m'être prononcé sur un registre moral. Oui, alors. Attends. Tu veux prendre on va prendre une autre question, monsieur devant. Et c'est le problème des gens qui ont 2 prénoms. Généralement, c'est des serial killers, Thierry Henry, Émile Louis, Édouard Philippe. C'est qu'on confond les noms et les prénoms quelquefois. Nous t'appellerons désormais monsieur Louis. Voilà. Allez-y, monsieur. C'est bon. Donc bonsoir à tous. Tout d'abord, merci. Dans la discussion, on parle donc de la sémantique et ce qui va constituer les alliances militaires. Et finalement, sur cette incertitude sur l'avenir des alliances militaires occidentales notamment, est-ce que la problématique ne serait pas surtout démocratique en fait? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment, on a beaucoup, en Europe, de manière générale, on a des crises institutionnelles sur la légitimité des divers gouvernements, la façon dont ça fonctionne en fait. Et notamment sur le positionnement euro-atlantique, on a vu avec Gaza, avec l'Ukraine, c'est beaucoup remis en question en fait. Et il y a une certaine distance, un fossé entre les discussions de haut vol qui se font avec les dirigeants, notamment au Conseil européen, et l'assentiment général, le soutien électoral, populaire, tout ça. Et la victoire de Trump qui a été assez fulgurante, c'est aussi un vote contre la guerre finalement. Parce qu'il y a l'historique, voilà, guerre du Vietnam, Afghanistan. Et donc pour compléter ma question, est-ce que le problème finalement de la défense européenne, donc qui a été une alliance militaire ratée aujourd'hui, qui peine à l'être, est-ce que c'est pas un problème démocratique fondamentalement? C'est-à-dire qu'il n'y a pas le soutien populaire, il n'y a pas le vote pour, la question n'est pas forcément posée, voilà. Et quel serait pour vous donc ce rapport entre alliance militaire, démocratie? Et est-ce que la solution à une défense européenne ne serait pas du coup une solution démocratique qui n'a pas encore été posée finalement, mais... Je vais vous donner un challenge. Est-ce que vous arrivez à résumer votre question en une phrase? Non, pardon, mais je voudrais être sûr de l'avoir bien comprise. Je vous en prie, donc oui, est-ce que le problème principal de l'alliance militaire, est-ce que c'est pas une problématique démocratique? Voilà, plus que du droit, plus que des relations nationales, défense. D'accord. Merci. Très bien, merci. Merci de ces... Alors, madame, et ce sera la dernière question de ce cycle. Et merci d'engager si bien les débats. Bonsoir, merci pour votre présentation. Alors, ma question, qu'est-ce qui vous fait dire que la Russie n'a pas d'influence en Syrie et en Méditerranée orientale? Donc, sauf erreur de ma part, la Russie a bien retiré quelques troupes, mais ses bases, ils demeurent, ils restent. Donc, de même que le nouveau régime donc syrien, il négocie une nouvelle alliance. Donc, je cite une interview qu'il a donnée Ahmad Shara, le nouveau dirigeant syrien. Il existe des intérêts stratégiques profonds entre la Syrie et la Russie. Alors, tout l'armement syrien est d'origine russe et que de nombreuses centrales électriques sont gérées par des experts russes. Nous ne voulons pas que la Russie quitte la Syrie de la manière dont certains le souhaitent. Donc, c'est très clair. Très bien, merci.
La question des centrales électriques n'est absolument pas dans mon propos, hein. Non, C'est un autre sujet. Je cite tout simplement. Tout à Donc, J'ai bien compris. c'est pas la centrale, c'est surtout que le nouveau régime syrien, c'est-à-dire Ahmed Shar, le nouveau dirigeant, il veut absolument négocier une nouvelle alliance avec les Russes. Nous Et verrons. de fait, je voudrais Très bien bien. que vous m'expliquiez. Je vais m'expliquer. Merci beaucoup. J'ai bien compris votre question. Alors, gentil. le premier point, alors je vais être peut-être plus clair sur 1914. Ce que je constate en tant que non-historien, mais lisant beaucoup l'histoire, c'est que l'argument selon lequel l'une des causes de la montée aux extrêmes rapides en août 14 aurait été l'enchaînement des alliances, c'est un argument qui me semble de moins en moins validé par les travaux actuels sur les causes de la Première Guerre mondiale. Voilà, j'ai été très clair sur 1914. S'agissant de la dissuasion nucléaire, ce n'est pas moi qui vais vous dire que l'une des raisons pour lesquelles le conflit majeur ouvert entre grandes puissances est moins fréquent aujourd'hui qu'il l'a été dans les siècles précédents, ce n'est pas les armes nucléaires. Ça, je suis tout à fait d'accord avec cela. Il me semble, et je l'ai écrit d'ailleurs dans le petit ouvrage « La guerre des mondes » dont Louis a parlé, que parmi les raisons qui pourraient expliquer la moindre fréquence du conflit majeur entre grandes puissances depuis 1945, il y aurait à la fois la dissuasion nucléaire, certaines formes d'interdépendance économique et les réseaux d'alliances, justement. Donc voilà, je néglige absolument pas le facteur nucléaire, mais on parlait là de deux choses différentes, du débat sur les causes de 1914, d'août 14, et de la question de savoir pourquoi est-ce que le conflit majeur entre grandes puissances est devenu moins ouvert. Alors, ce que dit un responsable, les fantasmes des Polonais, écoutez, enfin de certains Polonais, jusqu'à preuve du contraire, la Pologne n'a pas attaqué ses voisins, c'est-à-dire la Russie ou la Biélorussie. Donc, si vous voulez, la preuve anecdotique en l'espèce ne me semble pas très intéressante. C'est pas parce qu'on a, oui, il y a des excités en Pologne, oui, c'est vrai. Bon, et alors, il y a beaucoup d'excités en France aussi. Pour moi, ça ne prouve rien. Ce qui prouverait, plutôt ce qui me donnerait tort, c'est par exemple des initiatives d'un grand voisin de la Russie ou de la Biélorussie qui déciderait d'aller bombarder une zone, par exemple la Biélorussie, bombarder des forces russes ou biélorusses en Biélorussie. Jusqu'à preuve du contraire, ça ne s'est pas produit. S'agissant d'Israël, je récuse totalement la notion de soutien inconditionnel en tout cas certainement pour la France. Même pour les États-Unis, nous savons très précisément, et tout ça est public, le soutien n'a pas été inconditionnel. Vous pouvez l'estimer excessif, c'est un autre sujet, mais factuellement, il n'a pas été inconditionnel. De même que, petit rappel de droit international humanitaire, lorsque un belligérant se sert d'un bâtiment diplomatique, qui n'était pas l'ambassade d'ailleurs, à des fins militaires ou d'agression, il devient une cible légitime. Un droit. C'est comme ça, c'est pas moi qui écris le droit, c'est comme ça. Sur la question démocratique, oui, je pense que vous mettez le doigt sur un vrai sujet lequel je voudrais ajouter, peut-être élaborer 2-3 points rapidement. D'abord, rappeler que les démocraties, en principe, approuvent indirectement les alliances contemporaines, puisque l'autorisation de ratification, non pas la ratification, mais l'autorisation de ratification est donnée par un Parlement élu. Donc, en principe, c'est un champ très intéressant que vous ouvrez. Je n'ai pas du tout couvert, mais en principe, les alliances dites occidentales, en tout cas, ce sont des alliances qui sont validées par des représentants du peuple. Voilà. Bon, on a vu d'ailleurs, j'ai parlé le dernier en date, le dernier traité français, le dernier traité franco-grec, mais ça a été l'autorisation de ratifier donnée au président a été soumise à la volonté parlementaire. Sur la question démocratique, il y a un autre volet. Moi, je suis toujours très réticent à ces grands discours sur l'alliance des valeurs et des intérêts qui seraient le fondement de la relation transatlantique. L'histoire montre que c'est bien davantage les intérêts que les valeurs. La Turquie d'avant-hier n'était pas exactement un pays démocratique. La Hongrie d'aujourd'hui l'est de moins en moins. Bon, voilà, il y a beaucoup de raisons de penser que l'exagération de la dimension des valeurs n'est finalement ni très pertinente,
ni très utile. Ce qui ne m'empêche pas de penser, in fine, que même avec l'Amérique de Trump, les deux continents qui ont globalement le système de valeurs les plus proches restent l'Europe et les États-Unis, toutes choses égales par ailleurs. Mais en tirer argument pour dire nous sommes les combattants de la liberté, je ne suis pas sûr que ce soit ni très pertinent, ni très intéressant. Enfin, madame, sur la Russie et la Syrie. Alors, peut-être que certains des nouveaux responsables syriens souhaitent une nouvelle alliance au sens de l'engagement militaire mutuel. Personnellement, j'attends de voir. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que la présence militaire russe aujourd'hui a quasiment disparu. Voilà. Les infrastructures portuaires sont toujours l'autorisation d'utiliser. Écoutez, écoutez, on les a assez bien vus. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de désinformation partout, mais il y a beaucoup de moyens très démocratiques de vérifier les informations. Il suffit d'acheter des images satellitaires. C'est pas très cher. Et l'interprétation des départs de force, c'est quelque chose que même le moins entraîné des think tankers peut faire. Donc, je vous concède volontiers que je ne sais pas si demain, la Russie et la Syrie seront de nouveau alliés. Je ne sais pas. Ce que je constate quand même, c'est que la réactivation en 2015 du traité de défense mutuelle de 1980 a connu, on va dire, un très sérieux accroc il y a quelques mois. Voilà, je reste là. Merci. Alors, en ordre, il y avait monsieur, Théo et Nicole et monsieur. Voilà. Alors, monsieur là-haut, parce qu'il l'a demandé pratiquement depuis le début. Mais je vous ai... Allez-y, monsieur. Pardon. Je regarde. Alors, ensuite, l'étudiant qui est là, après Nicole. Allez-y, monsieur. Merci, allez-y. Merci de me donner la parole. Alors, je fais une petite remarque préalable et puis ensuite, je pose 3 questions à monsieur Tertrais. Alors, la remarque préalable et une question. Une seule question? Oui. Ah, ça va être très difficile. Alors, je vais réfléchir pendant que je fais la remarque préalable. Alors, nous sommes à la Sorbonne, qui est une vénérable institution. Et je m'étonne que cette chaire sur les grands enjeux stratégiques soit patronnée par le complexe militaro-industriel. Peut-être que vous aurez des explications, peut-être pas. Alors, bon, au pays de Montaigne, de Voltaire, voilà, une université publique. Voilà. Alors là, ça va être très difficile de choisir. Eh bien, je vais peut-être... Alors, franchement, là, vous me posez un problème. Je ne peux pas le régler pour vous, monsieur. Alors, bon... Allez-y. C'est kafkaïen. Eh bien, écoutez, sachant que pour moi, les Européens ne sont pas, et les États-Unis ne sont pas des alliés, mais les États-Unis sont nos vassaux et nous sommes le suzerain, merci, et nous sommes ses vassaux. Monsieur Tertrais, que pensez-vous du rôle que pourraient jouer les Européens dans ce qui est en train de se passer, dans ce qui va se passer à Gaza, puisque la perte de puissance de la France au niveau des instances internationales, j'ai pas trouvé le mot que je cherchais, a énormément perdu de sa force, et que les autres États sont quand même voilà, des vassaux, puisque bon, ils ont des armes nucléaires sur leur territoire. Il y en a 4 qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne commandent pas. Et ben, j'en reste là, puisque c'est la règle. Merci, monsieur. Je vois que vous aviez mieux préparé votre remarque, votre question. Et je laisserai tout à l'heure Bruno répondre, mais je vais répondre quand même à votre remarque. Comme vous le savez, il y a un partenariat qui est fait avec la chaire, avec un certain nombre d'entreprises, des entreprises duales, avec des fondations, la Fondation de France, la Fondation Ledoux, la Fondation Saint-Cyr, et c'est un partenariat avec l'Université de Paris 1 qui permet de soutenir un certain nombre d'études, un certain nombre de bourses, un certain nombre d'éléments de recherche. Les industriels évidemment, nous apporte ce soutien, mais la chaire est dirigée par un comité scientifique. Certains sont d'ailleurs ici ce soir, qui sont tous des chercheurs, des universitaires, des experts indépendants. Ce sont eux qui choisissent l'intitulé du programme, ce sont eux qui choisissent les invitations des conférenciers, ce sont eux qui choisissent les projets qu'il faut retenir
pour un soutien d'aide à la recherche. Vous voyez, les choses sont très transparentes et d'ailleurs, elles sont exprimées sur le site de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains parce que ça fait partie des règles de transparence et de déontologie. Je suis donc très heureux de votre remarque parce qu'elle m'a permis de repréciser des choses qui sont généralement connues, mais que vous souhaitiez mieux connaître. Alors, Bruno, je vais aller dans votre sens, déjà pour la guerre de 14. Henry Kissinger, dans un de ses maîtres livres, dit que ce qui a causé la guerre de 14, il se réfère au télégramme de Aircrow du 1er janvier 1907. Cela étant, je vais me servir de votre phrase dans la guerre des mondes, un État qui dispose de l'alliance d'un État sur un État faible, on ne sait pas ce que ça peut comporter comme risque pour l'État faible, puisqu'il croit disposer d'une alliance. Alors, vous auriez pu commenter la rencontre Trump, j'ose pas donner son nom tellement ça me... entre Trump, Vance et Zelensky, avec la phrase de Chateaubriand, le crime et le vice. En me basant sur votre phrase tirée de la guerre des mondes, jusqu'à quel point pensez-vous que, on ne sait pas si votre phrase pourrait concerner Trump ou Poutine, jusqu'à quel point pensez-vous que l'un des deux pourrait, en vertu de ce qu'on appelle le floor crossing, aller à des conséquences désastreuses, imprévisibles? Et dernier point... Excusez-moi. Quel type de conséquences on a bien vu ce que Trump envisage de faire. Le fait de lâcher en race campagne comme il le fait l'Ukraine, ça me fait penser à 1938, toute comparaison voulue. Maintenant, ce qui me surprend dans les alliances, c'est le concept bismarckien du Torschluss-Panique, à savoir qu'on a l'impression que et Poutine et Trump paniquent devant une fenêtre d'opportunité qui risque de se refermer. Et dernière question à l'auteur, elle est rapide. Dernière question à l'auteur de Pax Atomica. Le futur Shah d'Iran disait dans un petit déjeuner que ce qui compte, c'est pas la gâchette de l'arme nucléaire, c'est celui qui est derrière la gâchette. L'auteur de Pax Atomica est presque prix Nobel de la paix. Qu'est-ce que vous diriez si l'Allemagne se réarmait nucléairement? merci beaucoup. Nicole. Merci beaucoup, Bruno. J'ai un commentaire et une question. Mon commentaire est que je te trouve très optimiste. Tu as utilisé l'histoire pour nous montrer qu'il y a déjà eu des graves crises transatlantiques, et c'est vrai, notamment 2003. Il y a une vraie différence entre les crises précédentes, qui étaient, par exemple, les Pershing, les euromissiles et la guerre en Irak, et la crise d'aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas simplement une rupture stratégique, c'est une rupture politique. C'est la première fois qu'on voit un président et un vice-président et un copain du président Elon Musk faire l'apologie de l'extrême droite, faire les saluts fascistes et soutenir les extrêmes droites en Europe. Donc ça, je crois que c'est une vraie rupture et je ne comprends pas très bien ton optimisme sur le fait qu'on va finalement, embrassons-nous Folleville et tout ira bien dans 10 ans. Tu n'as pas dit, mais c'était un peu le sens de la référence historique. Je suis responsable de mes propos, tu es responsable de tes impressions. D'accord, mais en tout cas, je t'ai trouvé optimiste sur le maintien à terme de l'Alliance qui arrivera à surmonter cette crise, qui est une crise comme une autre. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y a une vraie rupture politique aujourd'hui. Il reste l'OTAN, il reste l'organisation militaire, mais l'Alliance politique elle-même est... J'avais prévenu un commentaire et une question, donc j'en viens à la question. Merci, monsieur. Ils sont moins disciplinés que les étudiants. Vous n'êtes pas monsieur Louis, n'est-ce pas? Alors, ma question... je voulais t'interroger sur une organisation européenne de défense.
Camille Grand, et même toi, tu as fait allusion, tu vois, mais juste une allusion avec cette idée qu'on pourrait peut-être, en tout cas, tu t'es interrogé sur l'idée d'une européanisation de l'OTAN, du pilier européen de l'OTAN. Toi, tu as eu l'air de dire que ça ne marcherait pas. Camille Grand avait l'air de dire que ça marcherait. Moi, je pense que ça n'a aucun sens. Et que donc la seule alternative serait une organisation européenne de défense nouvelle, indépendante, autonome. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, ça fait peut-être pas mal de questions. Oui, oui. Je suis pas sûr. Est-ce que tu souhaites... Alors, la première question, c'était sur le rôle de l'Europe et de la France à Gaza. Je suis pas sûr que ça soit central dans notre... Enfin, honnêtement, je veux bien qu'on en parle, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, cher monsieur. Bon, voilà, je ne vois pas aujourd'hui quel peut être sur la question de l'avenir de Gaza, le rôle spécifique de l'Europe, à part quand on lui demandera de payer, parce qu'on demande toujours à l'Europe de payer, ce qu'elle devrait peut-être cesser de faire, surtout quand c'est pour que ça soit détruit par les Israéliens. L'Europe se plaint toujours qu'au Proche-Orient, elle paye la construction, Israël détruit. C'est un peu exagéré, puis on a envie aussi parfois de dire que les crédits européens ne sont pas toujours bien utilisés. Mais j'ai pas grand-chose. Je crois que franchement, la question de Gaza, là, on n'est pas dans le sujet d'aujourd'hui. Sur la question du lâchage de l'Ukraine. Alors, je pense, ce qui est intéressant à mon sens, c'est plusieurs choses. Premièrement, personne ne sait ce que Trump fera dans 6 mois. Il faut le répéter toujours, encore et toujours. Franchement, personne ne sait. Sur l'Ukraine, moi, ce qui me semble important, c'est de distinguer 2 types de lâchage. Le lâchage de l'interruption de la fourniture de hardware militaire, de matériel militaire, de munitions, etc. Tout ce qui est du matériel utile sur le terrain. C'est compliqué, c'est pas un robinet qu'on ferme. Donc c'est plus compliqué que ça pour des raisons juridiques, pour des raisons même physiques. Les trucs sont déjà partis. Le deuxième aspect du lâchage de l'Ukraine, ça peut être le lâchage du renseignement. Tout ce qui est... Et là, ça serait beaucoup plus compliqué et grave, à mon sens, pour l'Ukraine, parce que ça, c'est quelque chose qui peut être fait beaucoup plus rapidement. Et surtout, que les Européens ne peuvent pas vraiment compenser. On aura beau faire un tas de choses, ouvrir des usines de munitions dans 6 mois, etc. Ça, on ne pourra pas compenser l'assistance américaine. Je n'ai pas parlé du cyber, l'assistance américaine à l'Ukraine dans le domaine cyber depuis déjà des années. Dès que la guerre a semblé probable, a été extrêmement importante. Aujourd'hui, on a une administration américaine qui cesse les opérations cyberoffensives contre la Russie. Hein, c'est quand même assez préoccupant. C'est pour ça que je vais venir à la question de l'optimisme. Donc voilà, il y a le lâchage politique, il y a le lâchage militaire au sens du hardware, et il y a le lâchage au sens du renseignement et de l'ISR, qui sont des choses extrêmement importantes qui, malheureusement, sont beaucoup moins facilement compensables par les Européens. L'Allemagne nucléaire, je n'y crois pas un instant pour les 30 ans qui viennent. Voilà, c'est même pas la peine d'en parler. L'idée de dire... c'est une bonne question quand même, parce que ça me permet de revenir sur un point qu'on voit dans le débat depuis quelques années. C'est en cas de rupture du lien transatlantique nucléaire, est-ce qu'il y a de nouveau un risque de prolifération nucléaire en Europe? Voilà. Je pense que ceux qui mettent cet argument de manière un peu légère sur le tapis connaissent assez mal l'histoire de la prolifération et surtout les conditions dans lesquelles la prolifération se déroulerait aujourd'hui. Les barrières normatives sont infiniment plus élevées à franchir qu'elles ne l'étaient dans les années 60 et 70. Les difficultés techniques sont parfois sous-estimées. Le coût financier est extrêmement important. Il y a un ensemble de choses qui font que je ne crois pas du tout aujourd'hui, en dépit des déclarations un peu légères, si vous nous lâchez, on va faire la bombe. Ok, c'est de la rhétorique. Les Coréens du Sud utilisaient la même rhétorique dans les années 70. Ça démontre une inquiétude plus que ça n'annonce un projet. C'est une manière rapide de dire, que je pourrais en parler assez longtemps, mais que je ne crois pas que ça soit le problème. Autrement dit, si la France doit progresser dans son idée de dissuasion plus européanisée, ça ne doit pas être par crainte de la prolifération, à mon sens. Voilà. Sur mon optimisme, dit que, bon, alors, encore une fois, c'est vrai, je suis moins pessimiste que certains. Je ne méconnais pas l'ampleur de la crise qui se passe aujourd'hui. Simplement, je note par exemple que, s'agissant de l'interférence de Musk
en Allemagne, par exemple. Rappelons-nous quand même que les interférences américaines dans la vie politique interne des Européens ont été extraordinairement importantes au temps de la guerre froide. Il ne faudrait pas le négliger. Donc, c'est normal que ce soit choquant de voir Musk, qui n'est élu par personne, se pavaner avec... Pardon? Mais je n'ai pas dit que c'était pareil, madame. Je parle de la nature de l'interférence qui était plus grave, plus importante et plus profonde, je pense. D'accord? Bon, je ne pense pas que le soutien de Musk à l'AfD ait fait monter le score de ce parti de plus de 0,1 ou 0,2 points. Je pense en revanche que les quantités massives de capitaux américains, des achats de politiciens, de journalistes, d'un tas de gens pendant la guerre froide, a beaucoup plus influencé les scores de certains partis pendant la guerre froide. Bien sûr que c'est différent, bien sûr que ce ne sont pas les mêmes partis, mais si on fait l'histoire de la guerre froide, il y a un certain nombre de fils qu'on peut dérouler. Parlons de l'Italie, en particulier. Bon, voilà. Donc tout ça pour dire que de voir un pays qui soutient politique, bon, voilà, on l'a déjà vu. La question de savoir si l'alliance survivra ou pas, moi je ne dis pas il y a eu des crises, donc on s'en sortira toujours. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que les événements des derniers jours tendent à nous faire manquer de recul. C'est tout. On ne sait pas exactement ce qui va se passer dans les 2 prochaines années avec un président particulièrement imprévisible. Il change d'avis sur beaucoup de choses. On a déjà craint qu'il ferait disparaître l'OTAN pendant son premier mandat. Voilà, je relisais l'histoire du premier mandat de Trump quand même. Donc voilà, je ne dis pas que tout va bien, certainement pas. Certainement pas embrassant Folleville. Je crois qu'un président Vance après un président Trump serait extrêmement préoccupant pour la nature même de ce qu'on appelle encore une alliance. Je suis d'accord avec tout ça. J'invite simplement à prendre un peu de recul parce que la fin de l'alliance, elle a été prononcée de nombreuses fois et toujours avec l'argument, cette fois c'est différent. Donc voilà, mais je ne néglige pas l'importance du moment. Je suis ravi que ça secoue les Européens. Enfin, alors, l'Organisation européenne de défense. En fait, je crois qu'il y a une question très pragmatique, c'est on a déjà une organisation européenne de défense. Elle s'appelle l'OTAN. Si jamais l'Alliance Atlantique, le lien transatlantique devait rompre, on ne va pas créer quelque chose de nouveau. On va récupérer l'OTAN. Mais je ne sais pas comment on peut faire dépenser plusieurs dizaines de milliards pour démolir l'OTAN et reconstruire quelque chose après. L'OTAN, ce sont des infrastructures, ce sont des bases, ce sont des bureaux, ce sont des systèmes de communication, ce sont des commandements. C'est une énorme infrastructure qui a été construite depuis 1950. Et donc, moi, je ne vois pas qu'on fasse autre chose. On ne le fera pas. On ne pourra pas faire ça et se réarmer. On ne pourra pas faire les deux. La question de Marc Semo, devant moi, c'est est-ce qu'on garderait les Canadiens, les Islandais et les Turcs? Vraie question. Et j'ai trouvé très intéressant de voir hier les Canadiens et les Turcs très présents. Et là, ça nous amène à un débat qui serait passionnant d'avoir ici, si on a encore quelques minutes. C'est que, est-ce que la rupture du lien avec les États-Unis voudrait dire une alliance entre Européens et non-Européens amis, on va dire, ou est-ce qu'il faudrait se concentrer sur l'aspect strictement européen? Le débat avec nos amis canadiens va être passionnant dans les mois qui viennent. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais je trouve que c'est une vraie question parce que moi, j'ai été assez surpris, je dois dire, de voir que les Canadiens et les Turcs sont venus hier à Londres de manière très visible. Alors, Marc Semo, on ne t'entend pas là-haut, donc je répète tes propos, c'est Keir Starmer qui les a fait venir. Oui, d'accord, mais bon, enfin, ils sont venus en tout cas. Et je pense que, oui, voilà. Donc, voilà, j'ai pas la réponse. Enfin, j'ai une réponse, à mon sens, Nicole, assez ferme sur on ne va pas recréer une organisation différente au sens physique du terme. Je n'ai pas de réponse aujourd'hui à la remarque de Marc, que je trouve extrêmement pertinente. Je ne sais pas si notre préférence européenne, et je ne sais pas si notre devoir d'Européen, d'ailleurs, je ne sais pas ce que ça devrait être,
Est-ce que c'est plutôt de se concentrer sur quelque chose d'européen ou c'est plutôt d'être le maximum d'alliés qui sont encore alliés, y compris les Canadiens, les Islandais, les Turcs et d'autres? Mais Et le Japon, c'est hors de l'OTAN. je vais pas poursuivre comme l'avait fait Marc, avec en plus de ça l'avantage du micro, mais c'est vrai qu'il me semble que par rapport à des débats idéologiques et géopolitiques de la guerre froide, au fond, les clivages étaient jointifs. On pouvait craindre l'arrivée du Parti communiste en France ou du Parti communiste en Italie, Oui, ok. Mais en réalité, c'était globalement un front commun de la démocratie, à la fois contre le pacte de Varsovie et l'Union soviétique. Aujourd'hui, les clivages se croisent. Et c'est évidemment ça le problème. Entre une OTAN qui considère qu'elle reste encore un arsenal démocratique dans sa mission et des comportements américains qui semblent fouler aux pieds cet héritage démocratique qu'ils ont eux-mêmes contribué à nous léguer. Et c'est ça qui est évidemment très troublant. Mais on va continuer. Monsieur, vous aviez une question. Bonsoir monsieur et merci beaucoup pour votre intervention. Ma question, elle rejoint un petit peu celles qui ont été posées précédemment. En fait, on voit qu'il y a une vraie peur et une vraie controverse. C'est la raison du débat ce soir par rapport à notre soutien à l'Ukraine, à notre position vis-à-vis de Gaza, etc. Moi, je constate qu'il y a une remise en question partout. C'est, comme vous l'avez dit, l'impérialisme américain, les interventions américaines, on peut le remettre en question. Mais il y a une espèce de relativisation qui s'est créée, cette idée que les Russes seraient, on va dire, aussi mauvais que les Américains, mais peut-être mieux, peut-être une meilleure alternative pour l'Europe. Certains nous parlent de se tourner vers la Russie, de négocier avec eux, d'en refaire des partenaires. Moi, je voulais avoir en fait votre avis sur la question. Comment est-ce que vous envisagez une possible reprise du contact avec les Russes, étant donné tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, tous les crimes qui ont été commis, une invasion qui bafoue de façon évidente le droit international? Comment est-ce que vous répondriez à ces personnes qui proposent effectivement de reparler à la Russie comme un partenaire normal? Merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Monsieur, ici, là-bas, je le vois, qui lève la main. Très bien. Et puis ensuite, j'ai vu quelqu'un qui levait... Ah, oui, monsieur. Alors, allez-y. Merci, monsieur, pour votre intervention. Moi, j'ai une question qui est très simple. Notre président a évoqué la possibilité de partager notre arme nucléaire. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'envisageable en cas de retrait de l'engagement américain? C'est ce que les Américains font déjà, par exemple, avec l'Allemagne. Est-ce que la France devrait prendre cette place? Voilà. Merci beaucoup. Jean-Philippe Leger, c'est une question d'internaute, c'est ça? Quelle nouvelle alliance pourrions-nous anticiper dans un monde restructuré, si c'est ce vers quoi nous allons aujourd'hui? Voilà, c'est une question qui permet d'élargir la première. Vous pouvez me la relire, s'il vous plaît? Bien sûr. Quelle nouvelle alliance pourrions-nous anticiper dans un monde restructuré, si c'est vers quoi nous allons aujourd'hui? Ok, d'accord. L'alliance d'après. L'alliance d'après l'OTAN. Monsieur, et ce sera la question. Merci pour votre intervention. Allez-y, allez-y. Alors, monsieur est-ce que ce n'est pas un désengagement? Je ne vous entends pas, monsieur. Il faut appuyer. Vous m'entendez là? Oui. Oui. Bon, alors, votre scénario optimiste que je partage, est-ce que ce n'est pas un désengagement progressif des USA de l'OTAN au fur et à mesure qu'on augmente la contribution et voilà, pour enlever leurs charges financières? Et quelle temporalité vous donnez à ce changement qui doit être progressif? Parce que je ne vois pas, ils ne vont pas appeler des démanagers en disant oui, on s'en va, ni comment dire. Alors, supposons que Trump dise voilà à ses généraux, voilà, il faut partir. Combien de temps ça met un truc comme ça? Non, c'est très bien. La progressivité de la politique de Trump, vous pouvez demander à USAID ce qu'ils en pensent aux fonctionnaires. Bon, allez, je te laisse la parole. Alors, je suis toujours amusé de voir que l'argument en France
consiste à dire on a un problème avec les Américains, décidément, les Russes sont notre grand partenaire naturel. On a beau lui taper sur la tête, cet argument, il finit toujours par... il rentre toujours par la porte, par la fenêtre. Voilà. L'idée selon laquelle la Russie est un allié ou au moins un partenaire naturel de l'Europe me semble à la fois démentir par l'histoire, par la culture et surtout par le comportement de la Russie de ces dernières années. Je rappelle, pour ceux qui connaîtraient mal l'histoire de la Russie, que la Russie n'a jamais été naturellement un pays européen. Elle est un pays européen depuis 3 siècles. Je rappelle aussi l'importance de l'Ukraine dans l'Empire russe, dans le caractère en partie européen de la Russie. Sans l'Ukraine, à mon sens, je vais peut-être être démenti par des spécialistes de l'histoire de la Russie, mais pour moi, sans l'Ukraine, la Russie ne marche plus sur ses 2 jambes, asiatiques et européennes. Elle est redevenue un pays asiatique, ce qu'elle a été fondamentalement pendant plusieurs siècles. Donc, c'est une longue manière de dire que le partenaire naturel russe... Alors là, le plus drôle, c'est quand on parle de notre allié naturel dans la guerre contre le terrorisme. S'il y a bien un pays qui a favorisé, joué, manipulé le terrorisme islamiste dans notre environnement, c'est bien la Russie. La deuxième mythologie, c'est qu'il faut arracher la Russie au bras de la Chine. C'est drôle, parce que d'abord, c'est évidemment cette espèce de manœuvre kissingerienne inversée que certains imaginent, y compris dans l'entourage de Trump. C'est une naïveté confondante. Imaginez qu'aujourd'hui, on peut affaiblir le partenariat sino-russe, c'est à mon avis ne pas du tout se rendre compte de ce qu'a été le développement de ce partenariat dans tous les domaines, au risque d'une dépendance excessive de la Russie vis-à-vis de la Chine. Mais ce n'est pas notre problème, c'est le problème de la Russie. Dans les 15 dernières années, la reprise de contact. Mais vous croyez qu'on a perdu le contact avec les Russes? Jamais on n'a perdu le contact avec les Russes, jamais. Hein? Et il faut parler avec les Russes. Oui, on parle avec les Russes tout le temps. Je dis ça, c'est une précision plus qu'une contradiction que je vous apporte. On n'a jamais perdu le contact avec les Russes. Mais il faut bien distinguer 3 choses différentes. Parler, on continue à faire. Discuter d'une levée totale ou partielle des sanctions à une certaine échéance, à un moment, s'il y a une paix durable, on n'en est pas du tout là. Et faire de la Russie un partenaire privilégié, voire un allié. Vous voyez, ce sont 3 niveaux différents. Quand on parle se tourner vers, parler, il faut bien essayer de serrer les choses. Sur le partage de l'arme nucléaire, non, Emmanuel Macron n'a pas parlé de partage. Le partage n'a jamais été envisagé. Ce dont il peut, en tout cas par Macron publiquement, ce que vous semblez envisager, c'est le scénario dans lequel l'Amérique, le partage nucléaire américain dans le cadre de l'OTAN n'existerait plus et la France remplacerait au sens presque, hop, on remplace une bombe par un missile, une bombe américaine par un missile français. Ça ne me paraît pas du tout faisable, à supposer que ce soit souhaitable, à brève échéance. Ça serait extraordinairement compliqué. Alors là, je regarde Général Matt, qui connaît ça mieux que moi, mais sous ton contrôle, Pierre-Henri, il me semble que quand tu veux mettre un missile sous un missile nucléaire sous un avion, la compatibilité des deux, il y a les affaires d'aérodynamique, les affaires d'avionique, il y a tout un tas de choses extrêmement complexes et coûteuses, et de contrôle, bien sûr, qui font que vous ne pouvez pas, allez, on va dire, demain, mettre un ASMPA rénové sous un Eurofighter. Non, ce n'est pas possible comme ça. En admettant que ce soit faisable, ça serait long, coûteux et compliqué. Est-ce qu'un jour, on verra un avion polonais emporter une arme française dans les mêmes conditions que des armes américaines sont emportées par des avions allemands? Peut-être, mais ça n'est certain. À supposer que ce soit souhaitable, je n'ai pas dit que je le souhaitais ou pas, c'est un autre sujet. J'attire votre attention sur la grande difficulté, complexité et le coût. J'ai vu qu'il y a des gens qui parlent de stationner des armes nucléaires françaises en Pologne ou en Allemagne, mais je crois que les personnes qui disent cela n'ont aucune idée du coût que ça représente. Des normes de sécurité, des problèmes d'assurance, des problèmes juridiques, c'est phénoménal. C'est pas creuser des trous dans la terre ou faire une alvéole, comme on dit. Et voilà, c'est bon, le cheval, j'ai pas dit de bêtises. Je regarde l'ancien patron des forces aériennes stratégiques. Bon, les nouvelles alliances, je suis pas sûr de bien voir la question.
je voudrais juste dire un point. J'avoue que j'ai été surpris, moi, par la nouvelle alliance Russie-Corée du Nord. Je ne l'ai pas vu venir. Donc peut-être qu'on aura des surprises, effectivement. Dans la géopolitique contemporaine, il y a finalement beaucoup de choses qui sont des tendances lourdes, longues et relativement prévisibles. Et puis on a quand même des surprises, le truc qu'on ne voit pas venir. Donc, il y aura peut-être des nouvelles alliances qu'on n'a pas venir. Le désengagement progressif des États-Unis d'Europe. Alors, faire partir plusieurs dizaines de milliers de personnes avec les équipements, les bases et les familles. Les équipements, les bases, les familles. C'est pas l'Afghanistan. C'est du dur, c'est du lourd, c'est du pérenne. Donc, ça mettrait, à mon avis, un petit nombre d'années, je dirais. Mais là, peut-être que des spécialistes, Michel, peut-être, General Yakovlev devant moi. Si. Oui, ce que j'avais dit. En un an, en 66. À côté. Voilà, il partait dans la maison Pour traverser l'Atlantique. Voilà, le général Yakovlev me rappelle que sont venus. Oui, mais c'est les. Enfin, non. Tu ne quittes pas. C'est pas simplement des gens qui prennent l'avion. Non. Pardon. L'OTAN était à Fontainebleau. Comme dit le général, ils sont partis dans le pays d'à côté. L'ampleur des déploiements et infrastructures permanentes est infiniment plus importante en Europe aujourd'hui que ces cas en France à l'époque, notamment en Allemagne. Donc, pour moi, ça mettrait, allez, au pif, un petit nombre d'années. Oui, alors il y a un cas quand même récent, c'est pendant la guerre du Golfe, enfin la deuxième, 90-91. C'est pas les mêmes infras. Le 5e corps, la moitié de l'armée américaine en Allemagne a profité de la guerre du Golfe pour déménager aux États-Unis. C'est-à-dire qu'elle est partie dans le Golfe, elle a fait la guerre du Golfe, et après, le 5e corps s'est retrouvé aux États-Unis, et il laissait le 7e derrière. Donc c'est... bon, c'était une partie de l'établissement, c'est pas la totale. Et est-ce que les Américains veulent abandonner la Méditerranée, l'Europe, à partir de laquelle ils surveillent l'Afrique, consentir un trou noir dans leur dispositif, ça c'est un autre sujet. Donc au minimum, ils chercheront une location. Alors, j'ai envie de dire, parce que là, je regarde Nicolas Lesotho, parce qu'un jour, à l'époque, je t'avais entendu dire je crois que c'est à l'époque de la guerre du Golfe, et oui, on s'est déjà croisés à l'époque, l'Europe pourrait devenir un parking pour les GI en partance pour le Proche-Orient, quelque chose comme ça. Voilà. Et là, ce que dit Michel Yakovlev est forcément juste. Effectivement, on imagine mal que l'Amérique puisse considérer que c'est son intérêt à elle de partir complètement. Mais ne croyons jamais, ne pensons jamais que nous savons définir les intérêts des autres pays mieux qu'ils ne définissent eux-mêmes. C'est valable pour la Russie, mais c'est aussi valable pour les États-Unis. Après tout, il y a un type qui est élu, qui s'appelle Donald Trump, et c'est lui qui, pour le meilleur et surtout pour le pire, va définir ce qu'il pense être les intérêts des États-Unis. Et ça ne sera pas forcément une rationalité stratégique du type de celle que nous essayons de développer ici dans le cadre de cette chaire. Alors, cela dit, dans votre question, il y avait l'autre volet, c'est-à-dire imaginons qu'il quitte soit brusquement, soit progressivement, c'est le remplacement, notamment dans les états-majors, dans les centres, par des Européens, un officier américain par un officier européen. Et tout ça n'est pas aussi évident pour faire fonctionner comme elle fonctionne aujourd'hui, l'OTAN. Oui, il suffit. Alors, si tu l'acceptes, est-ce qu'on peut prendre une ou deux dernières questions? Alors, est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent que je n'aurais pas vues? Enfin, l'OTAN, ça ne fonctionne pas. Enfin, il ne suffit pas de donner les clés. L'officier américain donne les clés à l'officier européen et hop, tout se met à marcher. Ça, hein. Je vous en prie. Oui. Il y a... Je vous en prie. Pardon. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé ce soir dans le cadre de l'alliance, de nouvelles alliances ou de plus d'alliances, c'est la Troisième Guerre mondiale, dont évidemment Trump en parle, tout le monde en parle, enfin tout le monde, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Est-ce que c'est, comment peut se situer et comment on peut déterminer, comment on peut voir effectivement, parce qu'il y a quand même des gens qui disent que bon, voilà, elle va arriver. Merci de votre question. C'était pour partir l'esprit tranquille. Est-ce qu'il y a
Est-ce qu'il y a un étudiant, je ne vous vois pas là, sur cette tribune, qui posait une question? Une autre question? Eh bien, sur cette question corporative, je te laisse conclure. Cette idée selon laquelle le conflit ukrainien pourrait déraper, faire dans les faits quelque chose qui s'appellerait la Troisième Guerre mondiale, ça a été central dans la prudence de l'administration Biden, qu'on lui a beaucoup reproché en Ukraine et ailleurs, sur le timing et la nature du soutien qui a été accordé à l'Ukraine. Et le grand paradoxe, c'est qu'en fait, vous avez d'un côté les Ukrainiens qui, reconnaissant quand même l'ampleur du soutien apporté par les États-Unis, sont assez amers devant la lenteur et la prudence qui, selon eux, a caractérisé l'assistance américaine pendant les 4 dernières années. À l'inverse, vous avez la logique d'un Donald Trump qui prétend que non, c'est justement ce soutien qui nous menait droit à la Troisième Guerre mondiale. Donc, si vous voulez, les deux propositions ne peuvent pas être vraies en même temps. Non, je crois que sur le risque de conflit mondial, très franchement, il reste beaucoup moins important, et c'est heureux que ça ait été le cas avant 1945. J'en ai déjà dit un mot tout à l'heure. La combinaison du système d'alliance, justement, du matelas des alliances, de leur rôle dissuasif, de l'arme nucléaire, évidemment, et s'agissant du côté chinois, de l'interdépendance économique qui existe encore aujourd'hui et qui, je suis conscient du grand débat de sciences politiques sur l'interdépendance économique et la guerre. Je vous remercie, je le connais, mais je crois qu'on ne peut pas le négliger totalement dans la manière dont les présidents et les chefs d'État et de gouvernement pensent leur rapport à la violence armée à très grande échelle s'agissant de pays industrialisés. Je crois donc voilà que ce risque, par définition, peut être écarté, mais qu'il reste extrêmement faible et que surtout, s'il existe, il est beaucoup plus fort en termes relatifs du côté sino-américain que du côté russo-otanien. Mais cela dit, pour prolonger un peu l'échange, en voulant éviter ce risque d'une troisième guerre nucléaire par un engrenage sur le théâtre ukrainien, est-ce que la négociation ne conduit pas à un affaiblissement, à un effritement de la sécurité européenne au point d'allumer une mèche lente qui pourrait conduire à des retours de conflictualité plus importants que... Oui, je fais partie des gens qui pensent qu'un mauvais accord de paix, entre guillemets, aurait davantage de chances de conduire in fine à un plus grand affrontement que la situation actuelle. Oui, je le pense sincèrement. En tout cas, tant que le fonctionnement du régime russe sera ce qu'il est aujourd'hui. Bref, je simplifie un peu les choses. Là, voilà. Mais non, mais et je pense aussi, pour terminer sur une note pas trop pessimiste, que même du côté sino-américain, nous ne sommes pas à la veille de l'invasion de Taïwan. Je pense que Xi Jinping se rend compte de la gravité de ce que serait cette initiative. Et Trump a eu un mot extraordinaire il y a un an et demi, je crois, à propos de Taïwan. On va peut-être, c'est pas mal pour terminer, parce que ça renoue avec pas mal de choses dont on a parlé ce soir. On lui demande dans un grand entretien il y a un an et demi, que feriez-vous en cas d'invasion de Taïwan? Et je ne pense pas que Xi Jinping le fasse, si je suis président. Ah bon, pourquoi? Et la réponse de Trump est assez extraordinaire et assez intéressante. Et pour une fois qu'il y a quelque chose d'un tout petit peu positif, on peut dire sur Trump, c'est pas mal. Sa réponse, je vous la livre en anglais, d'abord. He knows I'm fucking crazy. Il sait que je suis complètement dingue. Mais c'est extrêmement intéressant parce que ça fait écho à des choses qui sont très bien connues, là aussi des politistes ou des gens qui s'intéressent comme moi à la dissuasion. Dans quelle mesure ne vaut-il pas mieux apparaître comme étant au moins un peu fou pour prévenir l'agression? Voilà, au moins on aura pu dire un truc intéressant et positif sur Trump ce soir. Voilà. Merci. Merci beaucoup.
Merci Bruno. Et lundi prochain, on acteur Victor Tchap. Merci. Tchap. Attends, Sur les alliances en Asie. désolé, mais c'est pas le jour.